Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juillet 2024. Aujourd'hui j'ai donc 6 romans et 3 graphiques à vous présenter. Le mois de juillet a été plutôt bien. En l'occurrence aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai lus plutôt avant mes vacances, donc les livres que j'ai lus jusqu'au 22 je crois. Et dans le prochain point lecture, je vous présenterai ceux que j'ai lus durant mes vacances et j'en ai lu à peu près autant. Donc voilà, j'ai vraiment bien carburé sur la période de mes vacances. Avant mes vacances du coup un peu moins, je vais quand même vous présenter tout ça. Vous allez voir que du coup de nouveau il y a eu pas mal de livres audio sur cette période et on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord le premier récit que j'ai lu, il s'agissait donc d'un livre audio puisqu'il s'agissait de La femme en moi, donc l'autobiographie de Britney Spears. Qui est sorti assez récemment et qui est disponible chez Audiolib pour la version audio. Il n'est pas disponible sur toutes les plateformes, il n'est pas par exemple sur Nextory ou BookBeat ou ce genre de choses, mais vous l'avez par contre sur d'autres plateformes. Moi je l'ai écouté sur Prose, il est disponible aussi sur Audible, donc voilà, si ça vous tente. C'est donc un récit autobiographique dans lequel Britney Spears va revenir sur sa célébrité, sur son ascension, depuis qu'elle a été jeune et puis ensuite tout ce qui s'est passé par la suite, ses histoires d'amour, ses enfants, son rapport à la maternité et forcément évidemment la tutelle sous laquelle elle a été placée ensuite pendant de très nombreuses années. C'est donc un récit vraiment sur son ressenti du star system, de la célébrité, d'une exposition médiatique aussi importante en étant jeune en plus, et puis vraiment voilà de ce côté d'explosion de la célébrité. C'est un récit qui parle beaucoup des peurs et des doutes de Britney Spears. L'audio est plutôt bien fait, il colle assez bien avec le personnage de Britney Spears je trouve. Et du coup par rapport à la tutelle, c'est vrai que ça explore vraiment à quel point elle était enfermée dans cette tutelle, à quel point c'était hyper contrôlant, aussi bien sur comment est-ce qu'elle devait s'habiller, quand est-ce qu'elle devait travailler, les rendez-vous médicaux, des fois des internements en psychiatrie ou en cure de désintox, alors qu'elle explique en tout cas qu'elle n'en avait pas besoin. Ça contrôlait également ses droits de visite par rapport à ses enfants, qu'est-ce qu'elle avait le droit de manger, quand est-ce qu'elle pouvait prendre ses pauses pour aller aux toilettes. Enfin vraiment c'était hyper contrôlant et voilà, du coup c'était assez intéressant de suivre tout ça. Au niveau de l'écriture, on est globalement sur quelque chose d'assez simple, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je l'ai écouté par curiosité et je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, on repasse à de la fiction avec Le futur ne sera pas par Glenn Liu. C'est publié aux éditions Slalom avec ce jaspage tout violet. C'est un récit que j'ai trouvé plutôt chouette. On est sur un récit de super-héros, mais un petit peu particulier. En fait, c'est un récit qui se passe dans une sorte d'alternative de notre monde à nous, dans lequel il y a des humains classiques et il y a quelques personnes qui sont des super-héros. Et ces super-héros ont vraiment comme but voilà, de protéger, et en fonction de leur pouvoir, c'est vraiment, ils sont amenés en fait à éliminer des menaces. Ils ont un oracle qui va définir, qui va prédire des menaces qui existent et les super-héros, en fonction de leur talent, sont envoyés pour neutraliser le problème. Sauf que l'oracle va annoncer que la prochaine attaque, et qui serait quelque chose de vraiment très important, va venir d'une super-héroïne en particulier, donc de Mila, qui est surnommée la salamandre parce qu'elle a un pouvoir lié au feu. Et donc voilà, on va avoir tout un groupe de super-héros, de 4 je crois super-héros, qui sont chargés du coup d'éliminer la menace, donc de neutraliser Mila. C'est un récit qui est intéressant, qui du coup va un peu remettre en question le monde dans lequel ils sont, la société, comment est-ce qu'elle fonctionne, etc. Je dois dire que pour ma part, j'ai deviné quand même la plupart des retournements qui étaient présentés, la plupart des plot twists, etc. Voilà, je trouvais qu'on les voyait un petit peu trop venir. Par contre, malgré les plot twists qu'on voyait venir, à l'intérieur, il y avait quand même toujours une petite part de surprise. Donc voilà, ça fonctionnait plutôt bien. C'est un roman que j'aurais aimé apprécier encore plus, mais en tout cas, j'ai quand même passé un plutôt bon moment avec. Ensuite, j'ai écouté 2 autres livres audio. Tout d'abord, La nuit où les étoiles se sont éteintes, si je dis pas de bêtises, c'est ça le titre. Donc le roman par Nin Gorman et Marie Alino, c'est un récit qui me faisait envie depuis assez longtemps, dans lequel j'hésitais à me lancer. J'avais commencé à le lire un tout petit peu au tout début de sa publication sur Wattpad, quand Marie et Nin étaient justement en train de faire leur road trip en Nouvelle-Orléans et qu'elle publiait petit à petit toute cette histoire. J'avais commencé un petit peu à lire, mais c'est vrai que le format Wattpad, moi c'est pas un format qui me convient forcément très bien, donc j'avais arrêté là en me disant que je reprendrais peut-être à la sortie en papier. Et puis finalement voilà, j'ai pas mal laissé traîner de temps et quand ils ont sorti la version audio, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Donc maintenant je sais que les 3 romans qu'elles ont sortis ensemble sont tous les 3 disponibles en version audio, donc La nuit où les étoiles
se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et puis le dernier qui s'appelle Ces prières qu'on fait dans le noir, qu'on fait dans la nuit, je sais plus, qui est le petit dernier en date. C'est un récit dans lequel en fait on va suivre un groupe de personnages. Pour ce premier volume, ce premier roman, on se concentre sur un personnage en particulier dont j'ai bien entendu oublié le prénom. Et c'est un personnage qui est assez tourmenté, il vient de déménager, sa mère est en prison, il arrive chez un oncle, il a l'impression que son oncle, il a l'impression d'être un peu un fardeau pour son oncle, d'être un peu une corvée de s'occuper de lui. Et puis voilà, c'est un garçon qui est pas mal dans des addictions, qui fait des combats de rue, enfin des combats illégaux, des combats clandestins pour gagner sa vie et envoyer de l'argent à sa mère qui est en prison. Donc voilà, c'est quand même un jeune avec une situation assez compliquée. Et dans son nouveau lycée dans lequel il se retrouve, il va faire la rencontre en fait d'un groupe de personnages qui sont déjà amis, dans lequel il y a Kurt qui est un garçon assez sympathique, un petit peu grande gueule. Il y a Kenna qui elle est une fille vraiment très grande gueule. On a Nate qui est un adolescent un peu plus timide et en même temps qui peut être assez léger. Et puis le dernier qui s'appelle Jagger. Et donc il va faire la rencontre voilà, de ce groupe de 4 personnages, ils vont se nouer d'amitié entre eux, et puis notre personnage qui se pensait complètement hétérosexuel va finalement découvrir, ne va plus réussir à ignorer le fait qu'il ressent une attirance pour l'un des garçons de ce groupe, et il va y avoir un rapprochement entre eux. Donc voilà, du coup j'ai trouvé ça assez intéressant de suivre du coup l'histoire de Finn, hein, puisque c'est son prénom. J'ai trouvé que c'était surtout intéressant de voir comment est-ce qu'il se reconstruit à la fois dans sa famille avec son oncle et également auprès de ses amis. Vraiment leur dynamique de groupe en tant qu'amis fonctionne très très bien et c'était très chouette à suivre. Pour le coup, Nin et Marie n'ont pas écrit en format chacun écrit le point de vue d'un personnage, puisqu'on a un seul point de vue pour ce tome-là, qu'elles ont coécrit vraiment ensemble. Et du coup, voilà, leurs deux écritures se mêlent complètement dans le récit. C'était vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je comprends vraiment que c'est un récit qui plaise à ce point, je comprends que ce soit un coup de cœur pour plein de personnes. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je dois dire que j'ai quand même été complètement prise dedans, que j'ai eu ma petite dose d'émotion. J'ai par contre un petit bémol justement par rapport aux émotions. Il y a un petit plot twist à la fin, un petit retournement de situation sur vraiment la toute fin du récit que je trouvais pas du tout nécessaire, qui amène un petit peu de drame en plus et qui explique du coup le tome 2 qui est plus un tome compagnon, donc le jour où le soleil ne s'est plus levé. Ça amène beaucoup de drame qui n'était pas nécessaire, voilà, c'est tout. Après par contre c'est un récit qui a plein de thématiques hyper intéressantes, que ce soit par rapport du coup, à la mère de Finn qui est en prison, la culpabilité, les addictions, des questions sur la sexualité, enfin vraiment plein de choses qui étaient très chouettes. Et puis vraiment le gros point positif, c'est vraiment ces personnages. C'est des personnages qui sont très attachants, qui peuvent être assez agaçants aussi par moments, mais voilà, il n'empêche que c'est des personnages avec lesquels on est facilement impliqué, qu'on a facilement envie de suivre et de continuer à suivre tout au cours du récit, parce que c'est quand même un récit en papier qui fait un peu plus de 500 pages, donc c'est quand même un récit assez long. Je pense que j'écouterai les deux suivants en version audio quand j'en aurai l'occasion, donc le deuxième qui est le roman sur Nate et puis le troisième qui est sur Jagger. Voilà, je pense à l'occasion que je les écouterai parce que j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Ensuite, toujours chez Audiolib, j'ai écouté cette fois Cathy, qui est donc le dernier roman qui est sorti de Michael McDowell, enfin le dernier roman qui a été traduit de Michael McDowell. C'est un récit que j'ai trouvé très chouette. J'avais voulu l'écouter parce que j'ai beaucoup apprécié la saga Blackwater et du coup j'avais envie de me replonger dans cette écriture. Pour ce qui est de l'histoire de Cathy, on est sur un récit avec de nouveau une petite part de fantastique, mais on est quand même sur un récit qui est plus ancré dans le contemporain et dans l'historique en l'occurrence que Blackwater. Et donc c'est un récit en un seul volume, une histoire complète. Dans ce récit-là, en fait, on a, si on veut, deux personnages principaux. C'est un récit avec pas mal de points de vue différents. Mais nos deux personnages principaux sont d'un côté le personnage de Philomela. Philomela, c'est une jeune fille qui grandit dans un univers vraiment très pauvre. Elle vit seule avec sa mère qui est couturière dans un petit village aux États-Unis. Vraiment voilà, ils ont du mal à joindre les deux bouts et puis elle va enchaîner tout un tas de mauvaises circonstances qui fait qu'elle se retrouve pas mal en galère, qu'elle se retrouve à arriver à New York, essayer de s'en sortir, etc. Donc voilà, vraiment on va suivre toute son histoire comme ça. Et puis en parallèle, l'autre point de vue principal, on va dire, c'est le point de vue donc de Cathy. Et Cathy, ça va être une personne qui va entrer dans la famille de Philomela par des alliances, par diverses alliances, familles recomposées, etc.
Cathy, elle, c'est un personnage absolument détestable. Petite fille puis une jeune femme qui a vraiment, comme on pourrait dire, le démon dans la peau, qui sème le mal partout où elle passe. Et une grande partie des malheurs de Philomela sont liés à Cathy. Et Philomela, qui au départ est un peu une pauvre petite chose, prend un petit peu plus au fur et à mesure du récit en pugnacité et décide un petit peu plus de se venger de Cathy, de se faire justice et d'arrêter de se faire pourrir la vie par Cathy. On va suivre un petit peu toute cette histoire. C'était assez intéressant du coup de voir ces deux destinées qui se croisent et puis entrecoupées en fait vraiment de plein d'autres. C'est les deux destinées principales mais il y en a d'autres. Et on voit vraiment comment leur destin voilà, se croise et s'éloigne et puis se recroise, etc. C'est un récit avec plein de rebondissements qui s'arrête rarement et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très chouette. Et donc comme je vous disais, c'est plutôt un récit quand même assez ancré dans la réalité, si ce n'est que le personnage de Cathy, cette adolescente très particulière, a un don qui fait qu'elle peut lire l'histoire des personnes en les touchant. Qu'elle peut voir notamment leur mort et puis deviner certains de leurs secrets, etc. Mais voilà, globalement en fait c'est la seule touche de fantastique qu'il y a dans ce récit. Et voilà, c'est un récit avec lequel j'ai plutôt passé un bon moment. C'est vrai que le personnage de Cathy est pas forcément toujours évident à suivre parce qu'elle a vraiment une morale très douteuse. Et on a quelques scènes du coup qui sont quand même un petit peu glauques, un peu gore. À côté de ça, c'est un récit qui a également une touche d'humour, donc ça j'aime bien dans l'écriture de Michael McDowell, c'était déjà le cas avec Blackwater. Voilà, c'est des récits qui mêlent à la fois des éléments fantastiques un peu gore, un peu glauques, et en même temps d'autres choses qui sont un peu plus drôles et un peu plus légères, et je trouve que ça fonctionne bien. Pour la version audio, elle est lue par Ariane Bruce, et c'est une comédienne dont j'ai déjà écouté plusieurs livres audio, et je trouve toujours que c'est très bien lu, et c'était de nouveau le cas ici. Ensuite on repasse au papier, j'ai lu donc le cycle des secrets, le tome 2, Le don des géants par Manon Fargeton. On est donc sur le tome 2 de cette trilogie. J'avais lu le tome 1 à sa sortie, je crois que c'était en début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus. Et donc la série sort de manière assez rapprochée, donc on devrait pas tarder à avoir des nouvelles pour la publication du tome 3. Je sais plus s'il est prévu pour la fin d'année ou début d'année prochaine, mais voilà, en tout cas ce sera une série avec des parutions assez proches. On est donc sur une série qui est publiée chez Gallimard Jeunesse, puisqu'elle est à destination plutôt adolescent, avec une écriture énorme à l'intérieur. Et donc on est sur un récit de fantasy. Dans ce récit-là, on a plusieurs pays qui sont voisins, pays, royaumes qui sont voisins. Et notre pays principal dans lequel on suit nos personnages, c'est en fait un tout petit pays qui est assez enclavé. Et dans lequel toutes les personnes, peu importe leur caste, sont amenées à avoir un pouvoir politique, étant donné que des personnes sont tirées au sort pour constituer l'assemblée, et que cette assemblée est renouvelée, je crois, tous les 3 ans. Et nous, notre personnage principal, c'est Laura, c'est une fille d'un clan de marins, sauf qu'elle ne fait pas partie de ceux qui naviguent, elle reste à terre, donc elle est un peu considérée comme étant une bizarre parmi les marins. Et c'est une jeune femme qui a je crois 16 ans ou 17 ans qui vient d'atteindre l'âge auquel on peut être tiré au sort et qui va donc être tirée au sort dans le premier tome et se retrouver à l'assemblée. Elle se retrouve du coup mêlée dans tout un tas de complots, d'intrigues politiques, etc. que j'ai trouvé vraiment très chouette à suivre. Et on est donc dans un univers dans lequel il y a une magie, plus particulièrement dans lequel il y a quelques anciens magiciens qui possèdent de la magie, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et c'est une magie qui est vraiment basée sur les secrets. Donc plus un secret est rare et plus il a d'importance, plus la personne qui le concerne a de l'importance, plus ce secret pourra avoir un pouvoir, plus la magie qui en découle est forte. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'aime bien la manière dont c'est mené tout au cours du récit. C'est un récit avec de très nombreux points de vue, donc c'est vrai que parfois on peut un petit peu se perdre. On va dire voilà, on a ce personnage principal de Laura, mais on en a plein d'autres qui gravitent autour. Et vraiment je trouve ça très chouette, j'aime bien comment c'est écrit, c'est assez dynamique. J'ai mis un petit peu plus de temps à lire ce tome 2 parce que justement j'avais un peu plus de mal à me retrouver entre tous les personnages et parce que j'avais un peu moins de concentration à ce moment-là. Mais c'est vraiment une chouette série qui convient très bien pour des adolescents ou pour des lecteurs un peu plus aguerris dans la fantasy. Et pour ma part, j'ai hâte de découvrir le 3e et dernier tome, surtout que les personnages ont quand même pas mal évolué entre le premier et le 2e tome. Ils continuent à beaucoup évoluer dans ce tome 2 et il y a pas mal de cartes qui sont rebattues qui laissent à penser que le tome 3 sera sûrement assez riche avec un beau final, donc j'ai hâte de lire ça.
Pour terminer du côté des romans, j'ai lu Not My Problem par Ciara Smith, c'est publié aux éditions Slalom, c'est un titre qui est sorti en début d'année, je crois en février, et j'avais toujours pas pris le temps de le lire, donc c'est enfin fait. Ciara Smith, elle avait également publié chez Slalom Je déteste les comédies romantiques, qui était un récit que j'avais trouvé assez chouette, avec une histoire d'amour lesbienne, basée autour des clichés de la comédie romantique. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de découvrir celui-ci, et pour celui-ci on a de nouveau un personnage principal lesbien dans lequel il va donc y avoir une histoire d'amour lesbienne. Mais le sujet principal de ce récit-là, c'est donc l'histoire de Aileen qui vit en Irlande, puisque l'autrice est irlandaise, qui va au lycée et qui a une vie de famille assez compliquée. Elle vit seule avec sa mère et sa mère galère un peu pour joindre les deux bouts, elle cumule un peu les petits jobs, etc. Et Aileen, pour échapper un petit peu à son quotidien et penser à autre chose, elle va se mettre à rendre des services à différentes personnes de son lycée. Et ça peut être des services vraiment très très variés suivant les besoins de chaque personne. Et voilà, on va comprendre assez vite que finalement c'est pour échapper à la réflexion de ce dont elle aurait vraiment besoin pour améliorer sa vie. C'est un récit avec des personnages qui sont attachants, qui parlent beaucoup de rivalité entre adolescentes. Puisque c'est surtout des personnages féminins à l'intérieur. C'est un récit que je trouvais plutôt bien construit, qui mêle à la fois des éléments qui sont assez drôles, assez cocasses, et d'autres éléments qui sont un petit peu plus difficiles. Les personnages sont chouettes, par contre c'est vrai que voilà, j'ai passé un bon moment avec le récit, mais là à l'heure à laquelle je vous parle, je l'ai lu il y a presque un mois et je trouve que c'est pas forcément le récit le plus marquant. J'en ai un bon souvenir, mais je sais pas si je vais le garder en mémoire aussi longtemps. J'ai passé un chouette moment avec, c'est vraiment sympa, ça se lit vraiment très bien, très facilement, très rapidement. Mais voilà, peut-être qu'il a manqué encore d'un petit truc en plus pour que ce soit un peu plus marquant. Mais ça reste un récit que je vous recommande, et puis l'autre roman de Ciara Smith aussi, si c'est des titres qui peuvent vous intéresser. Ensuite on va passer du côté des graphiques. Tout d'abord j'ai lu Anzu et le Royaume des Ténèbres qui est sorti chez Kinaï assez récemment. C'est un récit qui va parler de tradition japonaise, puisqu'on suit donc le personnage de Anzu qui vient d'une famille d'origine japonaise. Elle grandit je crois aux États-Unis et c'est une jeune fille qui est un petit peu en quête d'identité. En plus je crois qu'elle vient de déménager, enfin voilà, elle essaye un peu de trouver ses marques et finalement elle va se retrouver à basculer dans le monde des esprits, le monde du royaume des ténèbres, et à mener une sorte de quête initiatique pour se découvrir et comprendre qui elle est à travers tout ça. Et du coup on est vraiment sur un folklore très très inspiré du folklore japonais, avec plein d'esprits différents, des yokai, des tanuki, enfin voilà, toutes les créatures auxquelles on peut penser. L'histoire en elle-même est plutôt chouette, il y a une très très jolie colorimétrie, vraiment à l'image de la couverture, avec une dominante violette et puis voilà des petites touches de vert, de orange. Vraiment je trouve que ça fonctionne très bien, c'était très cool et ça donne vraiment une ambiance très mystique. C'est un récit assez long qui fait peut-être 150 ou 200 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt une histoire complète, mais il y avait quand même une petite porte ouverte sur la fin du récit, donc peut-être qu'il y aura une suite. Si jamais il y avait une suite, je serais assez curieuse de la lire, mais voilà, on peut très bien s'arrêter là et ça fonctionne très bien. C'était vraiment chouette, une plutôt chouette découverte. Ensuite, une bande dessinée plus sur le format classique avec un format court. J'ai lu le premier tome des Métamorphes. J'ai voulu le lire parce que c'est scénarisé par Olivier Gay, qui est un auteur que j'apprécie bien. J'apprécie bien les romans qui sortaient, il n'en a pas sorti depuis des années, mais avant c'est vrai qu'il fait plutôt du scénario de bande dessinée ou des romans vraiment plus jeunesse. Mais voilà, du coup j'étais assez curieuse de voir ça. On est sur des dessins pour le coup très très colorés, assez détaillés et assez punch, qui sont plutôt sympas. Et c'est un récit qui joue un peu avec les codes classiques des vampires et loups-garous, de la jeune fille populaire et du garçon très nerd, etc. Puisque dans ce récit-là, en fait, on a deux personnages qui fréquentent le même lycée, donc une jeune fille très populaire et un garçon très nerd, qui se retrouvent dans les rues de Marseille à se faire aspergés finalement par un produit étrange alors qu'ils sortent du lycée, et ce produit va finalement les transformer, pour lui en vampire et pour elle en loup-garou avec une force démentielle. Et voilà, et du coup on suit un petit peu toute leur histoire. C'est assez sympa, c'est un premier tome qui est déjà assez construit, c'est assez simple dans le récit, mais ça reste bien ficelé, c'est drôle, ça fonctionne assez bien. Comme je disais, c'est joli et coloré. Donc voilà, je suis curieuse de lire la suite, c'est plutôt réussi pour ce premier tome. Et pour terminer, j'ai lu Vert. Pour le coup, celui-ci c'est publié chez Rue de Sèvres et on est sur un récit de 272 pages, donc vraiment un récit long.
C'est un très très chouette récit, franchement c'était une très belle découverte, découverte complètement par hasard. Dans ce titre-là, en fait, on va suivre une histoire qui se passe sur un an. Et on va voir dans un monde dans lequel l'urbanisation a pris énormément de place, vraiment tout est très pollué, tout est très urbain, tout est très bétonné, etc. Et on va voir finalement comment la nature va décider de reprendre les droits, reprendre le dessus petit à petit. Et pour ça, on va voir à la fois une explosion des végétaux qui va se faire, mais également une fusion qui va se faire finalement avec les humains. Au départ, ça va commencer par certains bébés qui vont naître avec des feuillages, etc., qui vont pousser sur eux. Et puis petit à petit, finalement, les autres personnes, des adultes, etc., se retrouvent également à avoir des excroissances florales avec des morceaux d'arbres, etc., qui leur poussent dessus. Tout ça n'est pas du tout perçu de la même manière par tout le monde. On va avoir d'un côté des personnages qui voient ça d'un œil assez sceptique, on a des interrogations de scientifiques, etc. Il y a des personnages qui sont vraiment complètement opposés à ça, qui sont complètement réfractaires, qui pensent que ce sont des aberrations, qu'il faut tuer ou enfermer toutes les personnes qui sont comme ça, sauf que vraiment petit à petit tout le monde en fait est comme ça. Et puis on a d'autres personnages qui vont vraiment plus trouver une forme d'apaisement et une forme de liberté dans ces retrouvailles en gros avec la nature. Et donc voilà, comme je disais, c'est un récit qui se passe sur un an et on voit vraiment petit à petit une fusion entre la nature et l'homme et également donc la reprise de pouvoir de la nature. C'est un récit qui est entièrement en noir et blanc et c'est peut-être un petit regret, j'aurais trouvé ça vraiment top s'il y avait eu quelques petites touches de couleur qui augmentaient petit à petit. Mais donc non, en fait on a vraiment les 3 premières saisons qui sont entièrement en noir et blanc et puis la dernière qui est, je sais plus si c'est le printemps ou l'été, qui elle est entièrement colorée avec des couleurs très très vives et vraiment incroyable. Enfin, les dernières planches sont vraiment superbes et vraiment juste pour ça je vous invite à feuilleter le récit parce que vraiment c'est très chouette. Donc oui, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Du coup en gros c'est du post-apocalyptique mais vraiment une apocalypse végétale et finalement toute la violence qu'il y a à l'intérieur c'est une violence qui est faite par les hommes qui essayent de lutter contre cette apocalypse végétale. Mais d'un autre côté les végétaux qui vont vraiment reprendre le dessus sur les hommes, effectivement du coup ça va créer des excroissances, des choses qui leur poussent, des végétaux qui explosent, etc. Et parfois ça amène aussi quelques scènes qui sont un petit peu glauques, un petit peu gore. En tout cas pour ma part c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande de découvrir. C'est un récit que j'ai trouvé très sensoriel, qui fait vraiment passer par tout un tas d'émotions et j'ai vraiment beaucoup aimé comment ça fonctionnait. Pour moi c'était une très belle réussite. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez lu sur le mois de juillet, quelles ont été vos dernières belles découvertes. Et puis pour ma part, du coup, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!